nationalité. Tous, merci de vous être connectés pour ce webinaire consacré aux épreuves écrites de l'EN3S. Nous sommes des élèves de la 65e promotion et nous vous donnerons donc des conseils méthodologiques. Et ces conseils n'engagent que nous, ils n'engagent pas l'école. Donc je laisse maintenant Davina présenter Donc, les merci épreuves écrites. beaucoup, Emma. Je vais me permettre de passer quelques minutes pour vous présenter faire un point sur les épreuves écrites et sur le concours 2026. Donc, il y a 3 concours organisés simultanément pour entrer dans la formation initiale de l'EN3S, et les épreuves écrites auront lieu du 1er au 3 juin 2026. Donc, je vais commencer par le concours externe que j'ai préparé. Il n'y a pas de condition d'âge ou de nationalité, c'est très important, mais il y a une condition de diplôme. C'est-à-dire que ce concours-là est ouvert aux candidats ayant 3 années d'études supérieures ou une équivalence. Autre point très important, c'est que les personnes ayant 3 enfants ou plus peuvent passer le concours externe sans remplir cette condition de diplôme, ce qui est très important, je trouve. Cette année, 30 places sont ouvertes pour le concours externe et pour que vous puissiez avoir une vision d'ensemble, ce qui, je trouve, est très important. L'année dernière, il y avait 382 candidats inscrits pour le concours externe, et ce qui est donc une légère augmentation par rapport aux années précédentes, mais il y avait seulement 160 candidats qui ont été présents à toutes les épreuves écrites. Donc vraiment une grosse diminution, et donc plus de 200 inscrits n'étaient pas présents, ce qui statistiquement augmente vos chances. Par rapport au seuil d'admission, il était de 12,41 sur 10, donc légère augmentation également par rapport à l'année dernière. Il y avait également 15 personnes en liste complémentaire cette année. La liste complémentaire est bien moins descendue cette année que les années précédentes. On est allé que jusqu'à 4 personnes. Toutefois, elle n'est pas à négliger, puisque les années précédentes, elle était bien plus descendue à 8, 9, dont une année où toute la liste complémentaire avait été épuisée. Donc vraiment, ne pas négliger la liste complémentaire en tant qu'externe. Ensuite, il y a le concours interne, où il n'y a pas de condition d'âge et de nationalité toujours, pas de condition de diplôme cette fois-ci, mais les candidats doivent justifier d'au moins 4 ans d'ancienneté au plus tard au 31 décembre 2026 dans un organisme de sécurité sociale ou dans un organisme relevant d'une convention de sécurité sociale comme une ARS par exemple. Cette année, il y a 24 places ouvertes au concours interne et toujours, puisque je trouve ça vraiment très important d'avoir une vision d'ensemble, l'année dernière, donc en 2025, il y avait 86 candidats inscrits pour 80 présentes épreuves écrites. Donc on voit que ça descend bien moins que pour le concours externe. Et le seuil d'admission était à 10,83 sur 20. Et il n'y avait qu'une seule personne sur liste complémentaire et personne ne s'est désisté, donc cette liste complémentaire n'a pas été utilisée. Enfin, je finirai par le 3e concours, qui est assez récent. Il n'y a donc toujours pas de condition d'âge et de nationalité, pas de condition de diplôme, c'est un concours pour les candidats justifiant d'une expérience professionnelle en dehors des organismes de sécurité sociale. Il y a 3 places ouvertes cette année, donc vraiment pas beaucoup. Et toujours à titre d'exemple, il y avait en 2025 47 candidats inscrits pour 37 présents aux épreuves écrites, et le seuil d'admission était à 14,69 sur 20, ce qui est donc le seuil le plus élevé des 3 concours. Et il y avait 3 personnes sur la liste complémentaire, et dans le 3e concours également, la liste complémentaire n'est vraiment pas à négliger. Concernant les épreuves écrites en elles-mêmes, il y a 3 épreuves écrites normalement avec elles sont pareilles pour externe, interne et 3e concours, à part une légère subtilité pour le 3e concours. Donc on a donc une première épreuve où on se spécialise, une épreuve de spécialité qui dure 5 heures au choix, mais je laisserai mes collègues après détailler. Ensuite, il y a une 2e épreuve, donc une note de synthèse, et enfin une 3e épreuve qui est une composition de protection sociale, qui est le plus gros coefficient.
Et donc, le détail que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour les troisièmes concours, ils n'ont pas cette troisième épreuve très importante et très chronophage à préparer de composition de protection sociale. Et je laisse donc mes camarades vous détailler un peu plus les épreuves. Donc là, je laisse la parole à Lisa pour vous donner des conseils de révision. Merci beaucoup. Pour les conseils de révision, avant toute chose, voilà, un témoignage. Voilà, j'aimerais vous livrer ce qui m'a aidé à titre personnel, mais il y a une grosse part de subjectivité dans les méthodes qui peuvent être utilisées. Donc, tout ce que je dis ne doit pas être pris pour argent comptant. Et en fait, vraiment, il faut essayer d'avoir la méthode qui vous correspond, qui correspond à votre personnalité, votre façon de travailler. Voilà, moi, je vous dis ce qui m'a aidé dans la préparation au concours. Donc, j'avais 5 minutes, donc j'ai 5 conseils. Le premier, c'est d'essayer de limiter pendant toute la période de préparation les sources de stress et tout ce qui peut vous générer de l'angoisse pour que vous soyez le plus serein possible pendant toute cette période qu'on peut comparer à un marathon. Donc moi, ce qui m'a aidé, en fait, c'est de faire un plan de charge, notamment protection sociale. C'est de faire un plan de charge de septembre jusqu'au jour des épreuves, où en fait, je m'étais dit au mois de janvier, je vais faire la thématique que vous travaillez, je crois que c'est le financement. Ensuite, voilà, un plan de charge progressif. Bien évidemment, le plan de charge est toujours ambitieux, on ne le respecte pas, mais ça le mérite de poser un cadre et ça vous permet de vous raccrocher, notamment dans les périodes un peu denses, de vous raccrocher à ce cadre que vous avez posé quand vous aviez l'esprit un peu plus clair. Le deuxième conseil, c'est de faire des fiches. Moi, ça m'a beaucoup aidé de faire des fiches et des fiches problématisées, c'est-à-dire par thématique. En fait, j'avais le contexte, la problématique en lien avec la thématique que je fichais, un peu de contexte historique, et ensuite les perspectives, ce qui a été fait, etc., avec quelques chiffres aussi, ça nous a aidé. Et le plus, c'est si vous pouvez les faire en groupe, de manière à vous répartir le travail, parce que c'est plus efficient sur la progression de votre plan de charge. Alors, ça a plusieurs avantages. Donc, c'est de partager le travail. Avant tout, quand même, moi, j'ai travaillé en groupe d'ailleurs avec Baptiste. Et ce qui nous a aidé, en fait, c'était d'échanger sur nos fiches et de se répartir le travail. Mais avant tout, on s'était mis OK sur le formalisme de la fiche. C'est-à-dire qu'on s'était mis OK sur un standard. Et à partir de ce moment-là, ça a déroulé de manière assez efficace. L'avantage aussi, c'est quand vous allez avoir des périodes de doute, de désespoir, de dépression, c'est que vous avez une réassurance collective qui commence à se mettre en place. C'est-à-dire que quand il y a une personne du groupe qui ne va pas bien, vous êtes là, vous la remotivez. Et inversement, c'est vous qui pouvez vous sentir un peu moins bien. Et donc, il y a une solidarité collective qui se met en place. Et franchement, Baptiste, moi, ça m'a beaucoup aidé. Le troisième conseil, c'était de s'entraîner à faire des plans, parce que en fait, les connaissances, vous allez les avoir vraiment. Et même si vous êtes un peu limité en termes de connaissances, la méthode, ça sauve toujours, quoi. Voilà, de bien comprendre la problématique, définir le terme du sujet et répondre à la problématique. Franchement, la méthode, elle peut vous sauver quand vous êtes un peu lacunaire sur les connaissances ou que le sujet ne vous inspire pas vraiment. Vous pouvez vous raccrocher à la méthode. Et donc, le premier conseil, c'était d'adapter sa méthode à sa façon de travailler. Donc, le dernier conseil maintenant, c'est de ménager des temps de repos. Au début, je ne le faisais pas vraiment. J'étais à fond dans le travail. Je me suis lâchée à corps perdu dans les fiches, les plans de charge. Et puis en plus, après, je crois qu'au mois de mars, j'ai eu un moment où j'ai éclaté. J'en pouvais plus. Et je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça, sinon je ne vais pas tenir. Et je vais arriver complètement morte sur les épreuves écrites. Et donc, du coup, je me suis dit, moi en plus, j'étais interne, donc j'étais attachée de direction. Et j'avais une petite fille aussi de 3 ans, donc je devais m'occuper le week-end. Donc je me suis dit, le samedi, je réserve ma journée pour m'occuper de ma fille, pour prendre du temps pour moi. Et je me remettrai au travail le dimanche. Et aussi pour les internes, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui regardent le webinaire, mais c'est essentiel de négocier le temps, de négocier avec votre responsable du temps pour travailler la semaine. Moi, j'avais réussi à négocier le vendredi après-midi, je crois,
où en fait je me mettais en télétravail, ils savaient qu'ils pouvaient rien me demander parce que j'étais en train de bosser sur la prépa. Voilà, ça c'est important et aussi de penser à poser des congés 3 semaines avant les épreuves. Enfin, si vous avez la possibilité de le faire, je parle pour les internes, désolée pour les externes, mais de vraiment poser à minima 15 jours de sorte à pouvoir vous libérer l'esprit, être serein quand vous arrivez sur les épreuves, parce que le jour des épreuves, vous allez être angoissé, vous allez perdre vos moyens, et en fait, c'est important de capitaliser de l'énergie, du repos, tout ce que vous pouvez prendre de positif les 15 jours qui précèdent les épreuves écrites. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et je laisse la parole à Baptiste. Oui, donc je revois Lisa sur l'aspect solidarité et travail en groupe, hein, c'est vraiment utile de faire ça au cours de la prépa. Et je dirais même jusqu'au dernier jour, à la dernière heure, des gros. Donc moi, je vais vous parler de la méthodologie de la composition. Donc à ce stade de la prépa ou à ce stade de l'année, vous avez déjà une bonne, comme le disait Lisa, une bonne connaissance du contenu et vous arriverez à le corriger avec tout le contenu, mais la méthodologie, c'est pareil, vous devez déjà avoir une bonne méthode. Donc, je vais essayer de rebalayer l'ensemble des étapes de la méthodologie, mais sans rentrer trop dans le détail, en essayant de vous donner des points clés à ce stade de la prépa. Donc, la première étape de la méthodologie de la composition, c'est de comprendre le sujet, notamment pour définir concrètement le périmètre de la composition. Et pour ça, on peut déjà se poser des questions qui sont super utiles à mon sens. En tout cas, moi, aujourd'hui, ça m'a beaucoup aidé. De se dire pourquoi ce sujet, ce jour-là, par exemple. Nous, l'année dernière, on a eu un sujet sur le déficit de la sécurité sociale. En fait, c'était très lié à l'actualité et vraiment à ce qui se passait, aux difficultés actuelles rencontrées par la sécurité sociale. Donc, c'est vraiment important de savoir pourquoi on nous pose cette question-là, pourquoi on nous pose ce sujet-là au jour du concours. Et aussi, pourquoi ce sujet ou pourquoi cette proposition est finalement adressée à des futurs directeurs de caisse, puisque se poser cette question-là, ça va nous permettre de prendre de la hauteur et de ne pas traiter le sujet de manière trop théorique, mais de le voir aussi comme un futur agent de direction de la sécurité sociale. Bien sûr, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir analyser tous les termes du sujet. Quels sont les termes clés? Qu'est-ce qui finalement est à la limite du sujet? Qu'est-ce qui est hors sujet? Qu'est-ce qui est dans le sujet? Et aussi, ce qui est important, c'est de bien étudier l'ensemble des termes et d'analyser leurs liens et les interdépendances, puisque le sujet, ça doit rester le fil conducteur de toute la composition. Et il ne s'agit pas de traiter, par exemple, pour un sujet d'économie du type coût du travail et compétitivité, il ne s'agit pas de traiter en grand 1 le coût du travail et en grand 2 la compétitivité, mais de bien, tout au long du devoir, traiter l'interdépendance du coût du travail et de la compétitivité. Ensuite, la deuxième étape, ça va consister à analyser et problématiser le sujet. Donc, pour analyser le sujet, on a déjà, comme évoqué précédemment, la compréhension du périmètre et l'analyse des termes clés, mais on va aussi pouvoir se poser d'autres questions, comme est-ce que le sujet est lui-même une question ou est-ce que c'est un sujet qui est posé sous une autre forme? Est-ce que le sujet il est dialectique, c'est-à-dire avec une combinaison, une opposition, un dépassement? Alors en fait, ça veut dire est-ce que dans le sujet on a est-ce que dans le sujet on a un et ou un ou? Est-ce que le et ou le ou va pouvoir nous donner une indication sur comment répondre au sujet et comment confectionner notre plan? Et par contre, on a des sujets aussi où le plan il peut être quasiment donné de soi dans le sujet, notamment pour faire des réponses oui, mais, non, mais, d'une part, d'autre part, hier, aujourd'hui, demain, bilan perspective. Ça, c'est très important de pouvoir analyser tout ça. Si le sujet il est formulé sous la forme d'une question, on peut aussi également l'élargir. Par exemple, si le sujet c'est y a-t-il des limites à la protection de la nature, on peut l'élargir un peu plus en parlant des limites économiques. Est-ce que c'est soutenable qu'il y ait des limites? Faut-il fixer des limites? Ça va nous permettre de traiter le sujet de manière large. Mais également, on va pouvoir examiner d'autres points en lien avec ce sujet, notamment l'origine du problème, les conséquences et son ampleur, les politiques publiques éventuellement mises en place et les solutions possibles. Et ce travail d'analyse, en fait, il va permettre de dégager les grandes idées du devoir, de formuler la problématique. Et cette analyse, en fait, c'est vraiment la grosse partie du devoir, hein,
quand on lit le sujet et qu'on commence à réfléchir dessus, bah, finalement, c'est vraiment là où on va mettre le cœur de la composition. C'est l'étape où on a le cerveau qui est encore frais et où vraiment on doit sortir toute notre analyse, toute notre réflexion pour construire vraiment le devoir. Hein. Nous, notre professeur à l'époque, à la prépa, il parlait de c'est là où on élabore la cathédrale, c'est là où on fait les plans. Donc c'est vraiment une partie qui n'est à pas négliger. Parce qu'au moment où on commence la rédaction, bah, finalement, on ne doit plus vraiment réfléchir. Hein. Quand on commence la rédaction, c'est là où on va alimenter la copie, mais le travail de réflexion il est largement derrière nous. Donc ce qui est important aussi, c'est si dès le début on commence à avoir des exemples, ben, une bonne pratique, ça va être de pouvoir se noter tout de suite les exemples sur un brouillon à part, pour pas forcément mélanger les axes de réflexion stratégique ou une ébauche de plan et des exemples. Mais parfois, quand on lit un sujet, on a tout de suite des idées de chiffres clés ou des idées de citations qui nous viennent en tête. Et c'est difficile de se dire parfois, bah, je la retrouverai quand j'écrirai. Donc, il y a une bonne pratique, ça peut être de dire, bah, pendant que je travaille ma réflexion sur l'élaboration de la cathédrale, bah, j'ai une feuille à côté et je me note mes chiffres clés, mes citations que je voudrais réutiliser plus tard. Ça permet de ne pas les oublier, de les garder au cas où, et finalement de se rassurer aussi. Ensuite, l'autre étape, l'étape suivante, ça va être la construction du plan. Donc, à partir des idées et de la réflexion qu'on vient d'avoir, il faut construire un plan clair et cohérent. Donc, on va regrouper tous les éléments de notre brouillon pour dégager les grands axes. Et le format le plus efficace, ça va être, comme ça je pense que vous le savez déjà, faire deux grandes parties et deux sous-parties, donc un grand 1 avec un A et un B, et un grand 2 avec un A et un B, et vérifier surtout que le plan il répond bien à la problématique qu'on a élaborée précédemment. Et chaque partie doit avoir une progression logique dans l'analyse du sujet. Sur cette partie plan, ce qui est important aussi, c'est de ne pas être, je dirais, trop ambitieux. Du coup, pas faire un grand 1, un grand B, enfin, pardon, un grand 1, un grand 2, un grand 3 ou un grand 1 avec un A, B, C. C'est pas mal de rester sur 4 parties parce que ça va vous permettre finalement d'avoir un devoir assez concis et de ne pas rédiger une douzaine ou 15 pages parce que ça, en termes de gestion du temps, c'est très compliqué. Et finalement, ça peut aussi, comment dire, le correcteur, quand il a beaucoup de pages à lire, il va être moins concentré à la fin et ça peut aussi desservir. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire plus de la qualité que de la quantité. Bien sûr, il y a quand même un minimum de pages à respecter. Hein. Une composition qui fait 3 pages ou 4 pages, c'est un peu court. Mais une composition qui en fait 15, c'est trop long aussi. Donc, c'est vraiment important de bien équilibrer le plan et d'organiser dans chacune de ces sous-parties les idées et les exemples. Et en allant notamment du plus général au plus précis. Ce qui est important aussi, c'est d'essayer au maximum de faire des transitions, notamment entre les deux grandes parties, donc le grand 1 et le grand 2. C'est bien de mettre une transition pour que le correcteur puisse passer plus facilement d'une première partie à l'autre. Sur la question de la rédaction, de manière théorique, l'introduction, elle va comporter des éléments, elle doit comporter des éléments, tout le temps, elle doit les comporter, en fait, c'est essentiel d'avoir une accroche, de définir les termes du sujet, de remettre en contexte, de faire une mise en contexte sur les enjeux du sujet, de problématiser et d'annoncer le plan. Et l'introduction doit rester concise, elle ne doit pas faire 2 pages. Donc l'introduction, c'est plutôt 1 page maximum. Et ensuite, le développement, comme on l'a dit précédemment, comme j'ai dit précédemment, on peut le structurer. Chaque sous-partie comprend des paragraphes. Et chaque paragraphe correspond à une idée. La structure la plus efficace d'un paragraphe, ça va être une phrase d'idée principale, une explication et une illustration. Donc, soit un exemple, soit une citation, soit un chiffre. Et également, les exemples, les chiffres et les références, ils sont là aussi pour appuyer les idées. Donc, c'est intéressant aussi de pouvoir mettre des lois, des textes ou des dates importantes. Pareil, ce qui est intéressant, c'est de faire des phrases simples et précises. Nous, notre professeur à l'époque, il nous disait que la subordonnée relative est un ennemi. C'est intéressant de pouvoir faire des choses simples, rester assez simple dans le contenu de vos phrases. Et privilégier la qualité à la quantité également, et surtout que ce soit très clair, parce que
si vous mettez des idées qui finalement sont bancales dès le début, ben, au final, vous n'arriverez pas à les rattraper. Il vaut mieux se concentrer sur des phrases simples qui expliquent clairement ce que vous voulez dire, plutôt que de faire des longs paragraphes pour expliciter une idée qui était bancale dès le départ. Pareil, la conclusion, elle doit suivre une construction typique. Donc, elle doit répondre clairement à la problématique, elle doit résumer les idées principales. Et ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir faire une ouverture. Alors moi, ce que je faisais souvent dans les ouvertures de conclusion, c'est que j'essayais de comparer ce qu'on faisait en France à l'international. Moi, c'est une idée comme une autre. Et ce que je peux vous dire aussi sur la partie rédaction, comme l'introduction et la conclusion et le plan, c'est quand même des choses assez strictes dans la méthode. C'est pas mal aussi de voir la rédaction comme de la composition comme en fait quelque chose qu'on pourrait voir comme une boîte à outils, c'est-à-dire qu'on va venir piocher dans l'introduction et dans la conclusion des choses qu'on connaît un peu par cœur, quoi. Par exemple, des références, des chiffres clés ou des contextes, des exemples, parce que ça va vous faire gagner du temps aujourd'hui si vous connaissez déjà des choses que vous savez que vous pouvez mettre un peu partout. Notamment, il y a des chiffres clés qui finalement peuvent correspondre à plusieurs sujets. Donc, si le jour J, vous avez déjà des choses que vous connaissez par cœur pour l'introduction et la conclusion, ou même parfois vous pouvez presque quasiment avoir des intros types que vous pouvez réutiliser sur plusieurs sujets. Enfin, ça, c'est intéressant. Alors bien sûr, ça va être compliqué de mettre en place, de copier-coller une intro et une conclusion. Il va falloir la réajuster par rapport au sujet. Mais vous avez des citations ou des chiffres clés qui sont un peu passe-partout et que vous pouvez réutiliser. En tout cas, moi, c'est le conseil que je vous donne, c'est comme ça que j'opère. Et ça permet vraiment de gagner du temps. Parce que 4 heures, ça reste court et le jour J, on peut être vite pris par le temps. Donc pour moi, c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir un peu une boîte à outils qu'on réutilise dans la rédaction de la composition. Toujours sur la gestion du temps, moi ce que je faisais aussi, c'est que je me disais toujours qu'il fallait que je finisse l'épreuve un quart d'heure avant. Comme ça, j'étais certain d'avoir mon quart d'heure de relecture. Et pour corriger toutes les fautes d'orthographe ou les tournures grammaticales, parce que ça, au final, ça fait gagner facile 2 points en fait le jour J. Et 2 points, ils vont être très durs à aller chercher dans la construction du plan ou dans le contenu de la composition. Mais si on fait beaucoup de fautes, on va perdre 2 points un peu bêtement, alors que si on avait pris 15 minutes de plus pour relire sa copie, finalement, c'est un peu des points à gagner facilement. Moi, je conseille vraiment de faire la composition en moins de temps que ce qui est prévu. Alors, c'est pas facile, mais c'est vraiment des points gagnés. C'est sûr que c'est difficile de gérer le temps, mais moi, je me disais toujours, je préfère vraiment, même à l'entraînement, quand j'étais chez moi, je préfère finir avant, quitte à ce que ce soit moins bon dans le contenu, mais au moins, j'ai mon quart d'heure et je me relis. Et quand on se relit, on voit souvent qu'on oublie des S, des choses comme ça, des choses qu'on connaît très bien et qu'on peut corriger facilement, et ça fait vraiment gagner des points. Et après, ce que tu disais, Elisa, s'entraîner au maximum, sans se mettre dans le rouge, parce que ça ne sert à rien de faire 25 compositions les 2 derniers mois pour se dire je suis entraîné. Ça n'a pas forcément d'intérêt. Et se concentrer aussi sur ses points faibles, c'est-à-dire si vous sentez que vous avez des compositions, par exemple, c'est la protection sociale, où vous êtes le plus faible par rapport à la note de synthèse ou à une autre composition, finalement, privilégiez là où vous avez le plus de points à aller chercher. Et la protection sociale, si vous êtes un peu moins bien, c'est quand même un gros coef, donc aller la travailler plus que les autres, ça peut vous faire aussi gagner plus de points. Et ce que je peux dire aussi, c'est qu'il ne faut pas non plus forcément chercher à viser des 15 ou des 16 qui sont très, 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 très durs à avoir. Je pense que moi, aujourd'hui, je me suis toujours dit 11, 12, parce qu'en fait, aux écrits, avec 11, 12, vous allez aux oraux. Et les oraux, finalement, c'est une nouvelle épreuve. Et avoir 15, 16 aux écrits, c'est génial, mais c'est très, très dur à aller chercher. Alors qu'avoir 11, 12, finalement, c'est plus simple. Et ça va vous permettre d'aller aux oraux. Et aux oraux, c'est une nouvelle épreuve, c'est pas du tout le même exercice, et vous avez aussi le grand oral. Si vous réussissez votre grand oral, finalement, vous rattrapez quasiment les 5 autres épreuves si vous avez été moyen sur les autres épreuves. Je pense que c'est vraiment important d'être plutôt moyen partout que de chercher à viser l'excellence à chaque fois.
Je crois monopoliser la parole. Non. C'est maintenant à Elric de nous parler de l'épreuve de protection sociale. Oui, tout à fait. Donc, protection sociale, d'abord respecter la méthode, hein. Alors là, ça fait redondant à ce qu'avait dit Baptiste, mais la méthode, c'est le plus important. Si vous la respectez pas, vous passerez pas, tout simplement. Et d'abord donner une copie terminée. La protection sociale reste une dissertation, à ceci près qu'on attend de vous un positionnement de futur directeur. Ce qui fait que par rapport à une dissertation peut-être un peu plus classique, il y aura toujours un moment où vous devrez prendre position, alors de manière mesurée bien évidemment. On ne vous demande pas de faire des positions tranchées, mais de pouvoir proposer des perspectives aux problèmes qu'on vous pose. Tous les sujets en fait qui sont proposés, c'est des sujets qui soulèvent un problème de gestion de protection sociale et en ce sens, votre plan, vous l'avez déjà finalement, parce que si jamais le jour de l'épreuve, vous avez un stress, vous pouvez appliquer un plan bateau qui sont, les enjeux, qu'est-ce qui a déjà été fait sur ce sujet-là, le bilan de ce qui a déjà été fait et enfin vous terminez par les perspectives. Ça, si vous avez un coup de stress ou que vous êtes en difficulté, ça passera très bien le jour J. Bien être attentif par contre aux définitions et au cadrage du sujet, pour éviter, tout hors sujet ou que vous ne traitiez le sujet, qu'à moitié. Ça c'est vraiment important. En termes de références et de méthodes de travail, garder une actualité de la protection sociale. Si vous avez accès à Sécu Hebdo, c'est vraiment l'idéal, c'est tout ce qu'il y a besoin de savoir en termes d'actualité et sur les manuels, ne pas vous disperser. Un manuel suffit. Je pense que parmi mes collègues, on a beaucoup travaillé sur celui de Gilles Nézosi, qui a le mérite de faire le tour du sujet sans être trop volumineux. Et, et enfin, par contre, apporter quand même un travail important de fichage sur les rapports de l'IGAS et de la Cour des comptes. Il faut faire des petites fiches, hein. Juste les idées clés et le bilan, mais ça va vraiment être un plus différenciant quand vous allez structurer vos paragraphes. Comme l'a dit Baptiste, vous avez votre idée, vous la développez et ensuite vous donnez un exemple. Cet exemple, ça peut être un chiffre, mais si vous le sourcez de la Cour des comptes, ce sera quand même beaucoup mieux et beaucoup plus simple pour vous. Pareil pour les perspectives, ce sera beaucoup plus simple pour vous d'apporter des perspectives qui ont été validées par la Cour des comptes. Ça vous sécurisera et ça vous permettra d'avoir des facteurs qui sont un petit peu différents des autres préparationnaires et autres candidats. Maintenant, je vais passer à la culture générale. Donc, petite différence par rapport à la protection sociale, c'est qu'effectivement, là, on vous demande pas vraiment de positionnement. Je vais même aller plus loin, ne surtout pas donner son avis. Bien évidemment, dans les faits, votre avis va apparaître en creux dans la composition. Mais un écueil quand même assez récurrent en culture générale, c'est des candidats qui vont prendre des positions assez tranchées. Et ça peut être éliminatoire. Donc voilà, traiter aussi le sujet de culture générale dans son ensemble. En plus, la chance qu'on a en culture générale, c'est que ce sont des sujets assez larges qui permettent vraiment on va dire, de se faire plaisir, hein, même si on est plus ou moins à l'aise sur certains points que d'autres, mais vraiment traiter le sujet sur son ensemble. Typiquement, si on prend la violence dans l'État, si vous faites une dissertation sur la violence policière, vous aurez fait qu'un bout du sujet et vous risquez d'être éliminé, ce qui est dommage. Pour les références, la culture générale, bien évidemment, mais un peu comme en protection sociale, vous allez donner par chaque paragraphe une idée et après cette idée, il faut l'appuyer sur une référence. Alors là, ces références, en culture générale, ce sont principalement des auteurs, ça peut être aussi des œuvres d'art. Bien évidemment, il faut quand même maîtriser un petit peu les classiques qui sont présents dans tous les manuels et pouvoir avoir des références peut-être un peu plus originales en faisant attention sur l'originalité, rester sur des références académiques quand même reconnues. Et le conseil que je donnerais, c'est d'apprendre des références qui vous parlent. Même si c'est un auteur classique incontournable, si vous n'arrivez pas à manipuler ces idées, ça ne sert à rien de l'apprendre parce que si jamais vous le placez en dissertation, ça risque d'être à côté. Donc, il y a suffisamment d'auteurs et de références possibles pour pouvoir se permettre de garder des
des références qui nous parlent, en faisant attention d'avoir des références sur tous les grands sujets. Donc ça peut être des références sur l'écologie, sur la protection sociale, bien évidemment, les grands sujets sociaux, mais voilà, d'essayer quand vous faites un peu votre catalogue de références, d'être sûr d'avoir des références qui peuvent permettre de traiter tous les sujets possibles et envisageables. Et après, dans la dissertation, vous faites preuve d'imagination pour un peu raccrocher vos références à vos idées. Le manuel, un petit peu, on va dire, c'est oui, on va vous écrire pour la protection sociale, tout à fait. Le manuel en culture générale, ce serait plutôt les questions de culture générale d'Hugo Cognez, mais de faire attention, hein. C'est des gros manuels. Il faut les survoler pour avoir les idées. Là, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut ficher et apprendre attentivement et garder les références importantes. Référence actuelle, l'avis des idées, la revue du Collège de France qui est en ligne, qui vous permet peut-être d'aller taper un ou deux ouvrages en plus pour vous différencier. Et dernière, je vais finir sur le suivi de l'actualité. C'est important de suivre l'actualité, mais avec une distance quand même. Ne surtout pas tomber le jour J si vous avez un sujet d'actualité, ce qui peut arriver dans une chronique de l'actualité récente. Ça peut être rédhibitoire. On garde la hauteur et on manipule des concepts de sens social. On ne commente pas l'actualité. Ça, c'est vraiment important à garder en tête. Voilà, j'ai fini pour la protection sociale et la culture générale. Merci beaucoup. Alexandrine, bonjour. Donc, je vais vous parler de l'épreuve d'économie. L'épreuve d'économie est une dissertation également, avec cette spécificité et cette différence avec ce que vous a expliqué tout à l'heure Eric, c'est que ce n'est pas une épreuve de culture générale. Alors, c'est vrai que ça paraît bête de le dire, mais le rapport de jury le spécifie chaque année. Et cette épreuve d'économie doit répondre à quelques incontournables qu'il vous faudra maîtriser. C'est-à-dire que, normalement, dans une épreuve d'économie, devrait figurer des grands agrégats, donc des données qui sont chiffrées et surtout des données qui sont sourcées, parce qu'une donnée qui n'est pas sourcée affaiblit votre raisonnement. Il y a également un incontournable, c'est de citer des courants, de citer des auteurs et d'associer à chaque théorie que vous allez mettre dans votre copie les auteurs pour étayer vos démonstrations. Et enfin, des illustrations en lien avec l'actualité et en lien avec le sujet. Donc, comment vous allez acquérir toutes ces connaissances? Comment est-ce que vous allez réviser efficacement? Une règle d'or, 1 ou 2 livres maximum, ça ne sert à rien de s'éparpiller parce que les ouvrages, finalement, se regroupent et si vous devez ficher 1 ou 2 livres, ça serait déjà suffisant. Ce que j'ai fait, ce qui m'a aidé, encore une fois, les conseils que je vais vous prodiguer n'engagent que moi, et c'est du coup le résultat de mon vécu qui a apparemment fonctionné puisque je suis ici. Contrairement à ce que disait Baptiste, tous les points à l'écrit comptent. Si je suis ici, c'est surtout grâce aux écrits et grâce à l'économie. Donc en début de révision, j'avais fiché chaque grand courant économique et chaque grand auteur, pour pouvoir avoir un panorama très large de chaque, problématique économique, sur 4 à 5 pages. Et au fur et à mesure des révisions, et que je m'appropriais ces concepts, je réduisais pour à mi-parcours avoir une fiche condensée qui tenait sur une page et à la fin des révisions, n'avoir que quelques lignes avec vraiment les éléments les plus importants. Où est-ce qu'on va rechercher toutes ces connaissances? Donc, j'ai fait le tour avec d'autres personnes qui avaient fait l'épreuve d'économie parce qu'on avait tous des livres un petit peu différents et je voulais avoir le ressenti de mes collègues pour pouvoir vous présenter les ouvrages qui étaient finalement ceux qui faisaient le plus consensus. Donc, en matière de politique économique, il y a le livre d'Agnès Benassi-Kéré, qui est une référence pour pouvoir comprendre les grands arbitrages de la politique économique. Il y a aussi le Memento de Christine Dolo, on pourra vous les écrire dans la conversation, qui est synthétique et qui est bien structuré et qui permet finalement de réviser rapidement les grands fondamentaux. Et puis, il y a aussi les rapports de l'OFCE, qui sont des analyses conjoncturelles qui vont vous permettre de nourrir vos copies avec des données et des arguments qui font sens. Ce qui est important aussi, c'est de rester à l'affût de l'actualité, parce que l'économie, c'est quelque chose qui bouge. Et l'année dernière, on avait quand même
petites frayeurs par rapport au sujet avec tout ce qui se passait autour de l'actualité économique mondiale, notamment autour de toutes les annonces de Donald Trump qui ont pu nous faire frémir. Et c'est vrai qu'il faut rester à l'affût. Moi, je regardais un peu la presse économique, les Échos, un petit peu Le Monde. J'écoutais aussi des podcasts parce que ça me permettait de le faire en marchant, de le faire en cuisinant, et donc ça me permettait de gagner du temps. Il y a pas mal de podcasts liés aux actualités économiques. Et surtout, je me trimballais avec un calepin partout, avec un calepin et un stylo, parce que ça me permettait, lorsque je discutais avec des collègues d'un fait économique, de le noter pour pouvoir aller le regarder en profondeur. Quand on écoute la radio, quand on regarde une émission de télévision, toutes ces petites choses qui peuvent finalement vous permettre d'ouvrir vos horizons et puis d'aller chercher une information un peu plus en profondeur. Et puis surtout, tous les cas, pour moi, ce qu'on n'écrit pas, eh ben, on l'oublie rapidement. Une autre manière de mémoriser tout ça, ça a été de constituer 2 types de fiches. Une fiche par auteur économique qui me permettait de connaître le courant auquel il se raccrochait, de connaître son œuvre principale, de connaître ses idées, pour pouvoir m'en servir s'il en avait besoin. Donc j'avais une fiche par auteur, et d'un autre côté, je faisais une fiche par thématique autour des grands thèmes économiques, par exemple la croissance, par exemple l'emploi et le chômage. Et pour chacun de ces thèmes, je prenais tous les auteurs qui étaient incontournables, avec les mots-clés sur leurs travaux, et j'essayais du coup de mixer les 2 types de révision. Parce que ce qui est intéressant dans une copie d'économie, même si vous ne maîtrisez pas le sujet, finalement, contrairement à un oral où on va vous poser des questions précises, là, vous allez organiser vos copies autour de ce que vous savez. Et donc, ce n'est pas la peine de connaître finalement 50 auteurs économiques, il faut juste pouvoir maîtriser pour chaque thématique les quelques auteurs économiques que vous allez mettre dans votre copie. Vous n'allez pas citer 100 chiffres, vous n'allez pas citer 100 courants économiques ni 100 auteurs. Donc, ce qui est important, c'est de vous approprier les auteurs qui vont vous permettre d'illustrer votre copie. Le jour de l'épreuve. Alors, l'épreuve d'économie, c'est 5 heures. C'est court, c'est long. C'est court. Ce qui est important, c'est de lire son sujet, de poser son stylo et de réfléchir pendant quelques minutes. De définir, comme vous l'a dit tout à l'heure Baptiste, les mots-clés qui vont être développés en introduction, d'ébaucher un plan et surtout de vérifier à chaque étape de votre plan le lien avec le sujet. Parce qu'il est très facile de faire du hors-sujet. Donc, à chaque nouvelle idée que vous avez, il est important de se référer au sujet. La petite astuce que vous nous avez donnée, notre professeur, lorsque j'étais à la prépa ECAT 10, c'était de noter sur les brouillons, en haut à gauche, le sujet. Et à chaque fois, pour élaborer le plan, d'être sûr qu'on répondait bien à la question. Ça paraît bête à dire, mais le jour J, on est stressé, on pense à plein de choses, et ça peut vite partir un peu trop loin. Ce qui est important aussi, lors de votre copie, c'est de soigner la forme. Une écriture lisible, une orthographe maîtrisée, la grammaire aussi. Encore une fois, ça paraît bête à dire, mais chaque année, ça fait partie des incontournables du rapport du jury. Et le fond ne va pas forcément sauver une forme qui est négligée. Donc le fond est intéressant aussi. Les meilleures copies sont celles qui sont documentées, qui sont argumentées et qui offrent une analyse équilibrée, qui est ancrée dans la réalité, d'où les conseils de révision de tout à l'heure. Les données qui sont actualisées sont indispensables et surtout, il ne faut pas oublier de les sourcer. L'erreur étant de rester dans le cadre général. Donc il faut répondre précisément à la question, confronter les apports théoriques à la situation actuelle et surtout rester focus. Voilà pour les principaux conseils. Merci beaucoup. Je vais donc parler maintenant de l'épreuve de droit public. Dans un premier temps, j'aborderai la façon de se préparer à cette épreuve, puis dans un second temps, je vous expliquerai ce qu'il y a à faire et à ne pas faire le jour de l'épreuve. Donc, comment se préparer à cette épreuve?
Moi, j'avais utilisé le manuel qui s'appelle Le droit de l'administration de Frédéric Puigserver, j'espère que je n'écorche pas son nom, de l'édition Les grands concours de LGDJ. Et donc, à chaque fois, pour chaque thème, essayez de retenir des articles clés de la Constitution, les grandes lois, les grandes réformes, les jurisprudences importantes. Et si vous pouvez faire en plus une petite liste des études annuelles du Conseil d'État ou des rapports de la Cour des comptes pour un peu étayer votre copie, je pense que ça peut être bien. Vous tenir aussi au courant de l'actualité, notamment avec la newsletter qui est proposée par le site de Vie publique, qui est plutôt bien faite. Et donc, dans chaque thème, ce qui vous permettrait de faire un petit encadré en dehors du cours avec donc les actualités et aussi des idées d'accroche. Vous pouvez également aller lire pour vous préparer les rapports du jury ainsi que les meilleures copies, et pas uniquement de l'EN3S. Regardez aussi les autres concours qui proposent des compositions de droit public. Je pense que c'est toujours intéressant de lire et de voir les notes attribuées aux copies. Et s'entraîner le plus régulièrement possible. Si vous n'avez pas le temps de vous dégager 5 heures, parce que c'est vrai que c'est long, au moins faire l'étape du plan détaillé avec une problématique et donc voilà, avec un plan. Donc le jour J, je ne vais pas revenir sur la méthodologie que Baptiste a proposée, c'est juste donc faire une introduction classique, un plan en 2 parties, 2 sous-parties, avec des chapeaux. Et une conclusion, c'est vrai qu'on n'est pas habitué en droit à faire des conclusions, mais là, il faut s'y conformer. Ce n'est pas quelque chose de très long qui est attendu, souvent 5 lignes suffisent, mais ne pas l'oublier de la faire. Les autres spécificités, c'est qu'on peut, les verbes conjugués dans les titres sont acceptés, alors quand normalement en droit, ça ne l'est pas. Donc, essayez de garder le même style d'écriture tout au long de la copie. Si dans votre grand 1, vous avez mis un titre avec un verbe conjugué, dans votre grand 2, il faut qu'il y en ait un aussi. Voilà, juste qu'il y ait un effet miroir. Sinon, à l'étape du brouillon, vraiment très important de passer du temps sur la réflexion autour des enjeux, parce que le jury propose toujours un sujet qui a un intérêt. Et l'étape de la définition des termes, très importante parce qu'elle permet de ne pas faire de hors-sujet par la suite. Donc voilà, c'est tout pour moi. Alors, je vais vous parler de la note de synthèse. Donc, la note de synthèse, c'est vraiment la course contre le temps. Donc, mode course, concentration maximale du début à la fin de l'épreuve. Il n'y a pas le choix. On n'est pas sur l'épreuve de 5 heures ou l'APS où on peut se poser 2-3 questions existentielles. Non, vraiment, il faut penser sur le chrono. Chaque minute compte. Manger avant, pendant, vous pouvez toujours boire une petite gorgée d'eau par-ci par-là, mais c'est la course. Donc ça, c'est vraiment important. Sur la gestion du temps, 1h30 pour lire le dossier, 30 minutes pour faire votre plan détaillé et votre intro, et 2 heures pour la rédaction et relecture. La rédaction, il faut vraiment 2 heures, parce qu'il faut, comme tu disais Baptiste, du temps pour la relecture. Et ce que je vous conseille, c'est de le faire court. C'est-à-dire qu'on vous demande en général 5 pages, faites-en pas 6. Faites 5 pages, parce que écrire, ça prend du temps. Donc ça, c'est vraiment important. C'est interdit Oui. de faire 6 pages. C'est même Ah bon éliminatoire de faire plus de 5 pages. Ils vous Ok. mettent, Bon, bah, alors, ça, En termes de gestion de temps, c'est vraiment aussi du temps de gagner, parce que plus on écrit, bah, plus on c'est a du temps. exactement ça mon tips. Pas de problème. Avec plaisir, Baptiste. Donc, moi, j'avais une écriture assez serrée. En vrai, je faisais toujours que 4 pages, mais on m'avait dit, attention, ça fait un peu désordre. Donc, en fait, ce que je vous conseille, c'est vraiment sauter une ligne entre chaque paragraphe et chaque partie. Comme ça, si vous avez une écriture assez serrée, ben, vous arrivez aux 5 pages, alors qu'en fait, vous n'en avez écrit que 4, voyez, et vous gagnez du temps, parce que comme le disait très justement Baptiste, chaque mot écrit, c'est 1 seconde de perdu. Donc ça, c'est vraiment le temps, c'est la clé. Ensuite, ce qui est valorisé dans la note de synthèse, et donc ce qu'il faut que vous ayez absolument en tête, c'est qu'il faut la problématiser. Si vous faites une note de synthèse descriptive, vous allez avoir entre 8 et 11. Si vous problématisez, c'est là que vous allez passer la barre et gagner les 2-3 points qui vous permettent de sécuriser les choses.
Ce qui est valorisé aussi, c'est de retrouver dans la note de synthèse, évidemment, les éléments du dossier. S'il y a des éléments financiers, notez-les vous aussi, c'est toujours valorisé de mettre des éléments précis. Et puis, ce qui est valorisé plus, c'est vraiment la précision, autant dans l'écriture, votre style, que dans ce que vous allez dire dans vos paragraphes. Alors, en ce qui concerne la lecture et l'exploitation du dossier, donc le truc number one, c'est lire le sujet et le lire bien. C'est-à-dire que si on vous dit les voies navigables en France, c'est pas les voies navigables de France. Si on vous dit l'établissement de je sais plus quoi, c'est pas les établissements de je sais plus quoi. Donc ça, c'est vraiment très important. Faire attention aux petits articles pour surtout pas partir sur de hors-sujet, parce que vraiment, une lecture trop approximative du sujet, j'en reviens à l'affaire de la précision, ça peut vous coûter le sujet. Ensuite, le sujet, il va vous permettre de définir le plan. Souvent, ils vous disent enjeu, perspective, pour, contre, enfin tout ça, ça va être écrit dans le sujet. Si ça l'est pas, bah, le truc classique, c'est enjeu, perspective, enfin en gros, ça va être ça, hein. Et ça va vous aider derrière à structurer votre prise de notes. Après avoir bien attentivement vu le sujet, le sommaire. Donc le sommaire, très rapidement. De toute façon, il va falloir tout lire, mais on ne va pas tout lire avec la même intensité. Donc, vous regardez qui a écrit. Est-ce que c'est l'IGAS, l'adresse? Bon, bah ça va être important. Est-ce que c'est le ministère? Ça aussi, ça va être important. Par contre, si c'est la Charente Libre, bon, bah, on ne va pas y passer des heures. Vous voyez l'idée. Il faut aussi anticiper en regardant le nombre de pages, parce qu'il n'y a rien de pire en fin de document, un rapport IGAS de 15 pages, quoi. Donc, si vous voyez un machin IGAS 15 pages en fin de dossier, vous regardez la date, parce que parfois, c'est des vieux machins. Donc, ça va juste servir à mettre un peu le contexte. Ça ne va pas forcément être le truc qu'on va exploiter le plus. Et surtout, parfois, on a IGAS 2012 et IGAS 2024. Bon, faites attention à la date, au nombre de pages. L'idée, c'est pas de se retrouver à la fin de la lecture du dossier à se taper 15 pages d'IGAS parce que vous allez avoir du mal à conserver la concentration. Alors, du coup, la prise de notes, comment on peut s'organiser? Eh bien, vous prenez une feuille ou deux. À mon avis, pas plus, mais ça reste perso, mais la feuille, vous la divisez en deux selon la commande. En gros, enjeu, perspective, grand A, grand B. Et vous remplissez au fur et à mesure que vous lisez. Vous remplissez en mettant pas trop d'infos. Vous remplissez vraiment short et vous reformulez dès la prise de notes. Parce que si vous reformulez dès la prise de notes, quand vous allez rédiger, ce sera plus facile de vous avoir approprié le sujet. Quand vous prenez des notes, hyper important, vous mettez bien la page à laquelle vous avez eu l'info. Parce que si vous avez besoin à un moment d'appuyer un petit peu plus ou de délayer un petit peu plus le propos pour X raisons, ça va être important que vous puissiez très, très facilement naviguer dans le dossier. Donc voilà pour la prise de notes. Moi, ce que je faisais, c'est que je prenais une page, coupée en deux, mon grand A, mon grand B, et sur une page à côté, je mettais tout ce que j'allais mettre dans l'intro au fur et à mesure, ce qui fait que à la fin de ma prise de notes, j'avais vraiment la structure de intro, grand 1, grand 2. Voilà pour la prise de notes. Ensuite, pour ce qui est de la constitution du plan, n'hésitez pas à problématiser, à pas faire trop à plat. En fait, il faut que chaque chose que vous dites, ça réponde à la question que vous avez posée dans l'intro. Donc, dans l'intro, 4 paragraphes, une accroche. Donc, l'accroche, c'est un chiffre ou un fait marquant du dossier. Idéalement, un chiffre. En 2018, X% des étudiants étaient en situation de précarité alimentaire. Paf, un paragraphe. Ensuite, deuxième paragraphe, la définition des termes et le cadrage. Pourquoi le sujet il est important? C'est qui les acteurs? C'est quoi les contradictions qu'on rencontre? Donc vraiment, là, vous avez 2-3 phrases, max, 2-3 lignes, où vous dites pourquoi ce sujet aujourd'hui il est important. Et ensuite, vous passez sur le troisième paragraphe, la problématique. C'est quoi ce qui crée la tension? Pourquoi on demande de faire une note de synthèse sur ce sujet-là? Donc ça, la problématique, ça va être vraiment
d'essayer de mettre en contradiction certains aspects du dossier que vous avez vu pour justifier le fait que vous deviez produire cette note. Et puis après le plan, vous reprenez texto les titres du grand 1 et du grand 2. Je dis texto parce que le correcteur, il va vouloir s'y retrouver entre ce que vous annoncez en fin d'introduction et les titres qu'il va trouver ensuite. Donc, une fois que vous avez cette intro bien belle, bien structurée, qui va beaucoup plaire à votre correcteur, vous passez au développement. Donc, le développement, pas de chapeau, pas de conclusion, pas de transition. C'est pas utile, ça vous prend de la place et du temps inutilement. En tout cas, c'est pas quelque chose qui sera valorisé. Donc, le grand 1, le grand 2, à chaque fois grand A, grand B et 3 paragraphes par partie avec un paragraphe égale un argument. Et alors là, le paragraphe, vous allez le faire comme ça, vous faites une idée en une phrase. C'est-à-dire que le correcteur, quand il arrive, il lit la première phrase de votre paragraphe, il sait ce que vous allez dire. Donc une idée, les inégalités sont territoriales. Voilà, ça c'est l'idée. Ensuite, le développement concis, elles sont territoriales parce que il n'y a pas les mêmes services partout. Enfin voilà, vous expliquez pourquoi les inégalités sont territoriales et après vous mettez un exemple de préférence chiffrée que vous aurez trouvé dans le dossier. Vos titres, en fait, ils doivent raconter l'histoire de la note de synthèse. Ça veut dire que le correcteur, quand il lit les titres, déjà les titres, ils doivent être uniformes. Si on fait une phrase conjuguée, il va faire une phrase conjuguée partout. Si vous faites une phrase avec un infinitif, vous faites une phrase avec un infinitif partout. Si vous partez sur des noms, vous faites avec des noms. Et en fait, le correcteur, s'il lit l'intro, le titre du grand 1, le titre du A et la première ligne de chaque paragraphe, il n'a pas besoin de lire la suite. En gros, c'est un peu ça l'idée. Il doit savoir quelle histoire vous lui racontez, où est-ce que vous l'emmenez. Et idéalement, il faut que ça réponde à la problématique que vous avez mise en intro. Donc, l'exercice qui n'est pas facile, mais qui rapporte bien des points, c'est que le grand 1, il ne doit pas contenir les termes du A et du B. Ça doit vraiment raconter une histoire en entonnoir. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, le sujet du truc, grand 1, un phénomène en expansion. Voilà. A, pourquoi on a ce phénomène? B, non. A, comment ça se manifeste ce phénomène? Avec 3 idées. Ça se manifeste par des inégalités territoriales, des inégalités sociales, des inégalités d'un autre ordre, j'en sais rien. Et après, le B, pourquoi ça se manifeste? Donc vous aurez grand A, un phénomène en expansion. A, comment ça se manifeste? Et B, pourquoi ça se manifeste? Et en fait, le grand A et le grand B vont préciser ce que vous voulez dire sur le grand A. J'espère que c'est clair. Mais en gros, c'est vraiment ça l'idée, d'être précis et de penser à votre correcteur et de penser à comment le correcteur il corrige la copie. Et en fait, quelle que soit la matière, il va regarder l'intro, les titres, les débuts de paragraphe. Donc, c'est ça qu'il faut blinder. Voilà. Je me permets juste de préciser parce que quand tu disais, tu sais, de noter sur les brouillons les pages, c'est vrai que c'est très important pour se retrouver dans le dossier, mais il ne faut surtout pas le mettre dans votre copie. En fait, il ne faut jamais mettre entre parenthèses l'info, elle vient de quel document ou à quelle page vous pouvez le trouver. Ça sert à rien. Voilà, c'était juste. Ouais, c'est ça. Donc, je n'avais pas dit, effectivement, j'avais mis une rédaction simple, sans adverbe, précise et non incarnée. Donc, non incarnée, ça veut dire on ne met pas de nous pouvons en déduire que, pas de nous, pas de référence au document, surtout pas. Moi, au début, je mettais toujours la Cour des comptes, alerte sur. Non, surtout pas. Voilà, ça raison. Je me permets une deuxième précision. La note de synthèse, un des problèmes que vous pouvez rencontrer, c'est le fait que on a plein de dossiers, en fait.
Et le jour J, le jour de l'épreuve, vous pouvez avoir des tables vraiment très serrées en termes d'espace. Il ne faut pas se mélanger, quoi. Des fois, elles sont numérotées ou pas, les dossiers sont numérotés ou pas. Ils sont obligés d'être numérotés. En tout cas, je sais qu'à titre personnel, ce que j'avais fait pour gagner de l'espace au niveau du bureau, je jetais au fur et à mesure les feuilles par terre. C'est une possibilité, hein. T'étais devant moi. T'étais devant moi. On a une question de Maria. Alors, pour la note de synthèse, l'objectif, oui. Aussi une petite précision, je ne sais pas si tu l'as dit. Dans la note de synthèse, il ne faut faire référence qu'à ce qu'il y a dans les documents. Même si vous connaissez le sujet, vous n'apportez aucune connaissance personnelle. Parce que ça, c'est des fois le piège quand on connaît quelque chose, de vouloir apporter sa petite touche personnelle. Les documents, que les documents, rien que les documents. C'est pas une dissertation au final. Voilà, surtout pas. Ça sera un gros handicap lors de la correction. Ça ne sera pas bienvenu. L'objectif est-il de se baser sur la totalité des documents proposés? Oui, il faut vraiment exploiter tous les documents. Il y a 2 ans, il y avait eu les voies navigables de France et dans le recueil de documents, il y avait un poème de Arthur Rimbaud. Et ceux qui l'ont cité, ou qui ont fait une citation plutôt, se sont vus valorisés. Alors évidemment, si vous avez des articles de la Charente Libre, comme je vous disais, c'est pas très grave si les infos qui sont dedans, vous les exploitez pas, mais c'est quand même un petit plus de faire à un moment une petite incise qui montre que non seulement vous les avez vus, mais en plus vous en avez tiré une petite info. Voilà. Après, évidemment, si vous avez un gros souci de gestion du temps, l'important, c'est au bout de 2 heures de se mettre absolument, et quoi qu'il arrive, à la rédaction. Donc, si vous avez dû choisir de mettre de côté les articles de la Charente Libre, bon, bah, tant pis, c'est dommage, car c'est un très beau journal, mais il faut savoir, non, c'est même pas vrai en plus, mais il faut savoir faire des choix quand on est vraiment au pied du mur. Évidemment, l'idéal, et il faut que vous entraîniez, c'est de tout lire, quoi. Avec plus ou moins d'attention. Lisa, maintenant. Du coup, je reprends la parole. Merci Emma pour présenter l'étude de cas. Donc, l'étude de cas, c'est souvent pris par les internes et finalement, moi, je trouve que c'est une une matière intéressante à prendre au concours, puisqu'en fait, c'est celle qui se rapproche le plus finalement en termes d'exercice de ce qui va nous être demandé dans le monde d'agent de direction, puisqu'en fait, elle va évaluer vos capacités à analyser une situation, à élaborer une stratégie en fonction de la situation que vous avez identifiée, à mettre en place un plan d'action et sur divers volets, c'est-à-dire avec plusieurs dimensions, et de manière à avoir un raisonnement global sur une situation. Et c'est en ce sens-là que je trouve la matière intéressante. Et on vous demande à chaque fois, voilà, vous avez un commanditaire, vous jouez un rôle. Et donc, je ne dis pas que vous preniez, enfin, à force, vous allez prendre plaisir à faire de l'étude de cas, mais c'est challengeant de se dire qu'en fait, c'est ce qu'on va vous demander dans vos fonctions, quoi. Donc, voilà. Au-delà de ça, l'étude de cas, c'est vraiment la matière la plus pragmatique de mon point de vue. Je laisserai mes camarades qui vont peut-être me compléter, ajouter ou m'amender sur certains points, mais en tout état de cause, parmi toutes les matières, protection sociale, culture G, c'est vrai, peut-être note de synthèse qui se rapproche un peu d'étude de cas, mais c'est hyper pragmatique. Vous avez une commande, vous devez répondre à la commande. Je m'explique. Si je reprends sur la lecture et l'exploitation du sujet, l'essentiel de l'étude de cas, c'est de comprendre la commande. Il faut bien définir la commande du sujet et de prendre en compte tous les termes qu'elle inclut. Parce qu'en fait, c'est cette commande qui va déterminer votre plan et vos développements. En fait, il faut être bête et discipliné, quoi. Si dans la commande, en fait, vous avez 3 parties ou 3 choses qui vous sont demandées, en fait, votre plan, il sera en 3 parties. Si il y a 5 choses qui vous sont demandées dans la commande, votre plan, il sera de 5 parties.
Parce que en fait, on a eu l'expérience où en fait, des collègues dans les épreuves, enfin dans les exercices, qui rendaient des copies où ils avaient essayé d'être un peu innovants, originaux, en faisant différemment, ça passe pas. Ça passe pas. Enfin, en Baptiste, on avait la même prof. Et dès que en fait, on sortait de la commande et qu'on faisait une partie en trop, une partie en moins, ça n'allait pas, il nous enlevait des points. Et surtout, tu perds du temps. Et surtout, tu perds du temps ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas cerné la commande et que, enfin, il y a un problème dans la structuration de votre pensée. Ouais. Euh, Oui, c'est vraiment une perte de temps et c'est une perte de points. Et il faut vraiment mieux passer un petit peu plus de temps. Ça fait 5 heures l'épreuve, c'est la plus longue. Il faut mieux passer un petit peu plus de temps à analyser le sujet et à réfléchir plutôt que de faire un sujet. Sachant que oui, il y avait aussi un nombre de pages limité. Ouais, il y a un peu de pages. Mais je trouve que c'est pareil. Et du coup, enfin voilà, c'est la matière sur laquelle il faut être bête et discipliné, quoi. Voilà, il faut répondre strictement, uniquement à la commande, pas chercher d'originalité, pas chercher à se démarquer outre mesure. Enfin voilà, bête et discipliné, on suit la commande, on analyse la commande, on cerne ce qu'il nous demande et on développe. Et c'est essentiel pour moi. Et je pense que en plus c'est assez simple parce que finalement vous n'avez pas de connaissances à apprendre. C'est pas comme la culture G, la protection sociale ou l'économie. C'est uniquement de la méthode, du pragmatisme et de la structuration de pensée. Et comme en fait c'est bien scoré en termes de coef sur les écrits, si vous prenez cette matière, que vous avez capté les principaux mécanismes, ben, en fait vous partez avec des points d'avance. Parce que si vous arrivez à avoir une note convenable, vous pouvez vous permettre, si vous êtes un peu plus faiblard sur la note de synthèse ou sur la protection sociale, d'avoir des notes un peu moyennes, quoi, ou passables, vraiment. Donc, surtout qu'en plus, c'est facile. Une fois qu'on a compris le mécanisme, c'est facile. C'est faisable d'avoir une bonne note. Une fois que j'ai dit ça, une fois que vous avez bien cerné la commande, vous identifiez en fait qui est votre commanditaire et quel rôle vous endossez, parce qu'en fonction, la manière de rédiger les choses ne sera pas la même. Par exemple, on peut vous demander de rédiger une note pour le conseil d'administration et ça ne sera pas la même chose. Vous n'utiliserez pas les mêmes choses, le même langage, les mêmes éléments de langage si on vous demande de rédiger une note pour le CSE ou d'organiser, je sais pas moi, un webinaire, une réunion pour le personnel. Voilà, donc là, c'est important aussi de bien identifier ce qu'on vous demande, qui vous êtes et qui vous le demande et à qui vous devez destiner votre note. Donc, je l'ai dit, la commande, elle va déterminer vos plans et vos développements. Donc, si la commande, elle vous demande de 3 axes, vous développez 3 axes. Et si c'est 5, c'est 5. De manière assez générale, on retrouve en première partie la situation de l'entreprise ou de manière très académique, en fait, le plus simple et le moins risqué, c'est de faire un SWOT. Essayer de le problématiser. Essayer de le problématiser, oui, j'allais y venir. C'est en fait que votre SWOT, ça ne soit pas une analyse à plat de la situation, quoi. Il faut que derrière le bilan que vous faites de la situation de l'entreprise, que vous étudiez, il faut déjà qu'on sente la tension et les points problématiques qui vont vous servir de base d'appui pour élaborer votre stratégie derrière. Donc, en fait, il faut que votre bilan, il amorce déjà la stratégie que vous allez proposer dans une deuxième partie. Donc, ça, c'est hyper important d'essayer de mettre déjà en tension des problématiques que vous soulevez dans le SWOT. Voilà, de sorte à ce que vous puissiez vous appuyer sur les forces de l'entreprise et que avec ces forces, vous arrivez à trouver des solutions sur les faiblesses et les risques identifiés. Ça, c'est aussi essentiel. Sur la stratégie, une fois que vous avez fait le bilan, vous allez développer plus généralement votre stratégie. Nous, ce qui nous avait été conseillé de faire, c'est de ne pas développer plus de 2 ou 3 axes stratégiques. Si vous en développez 4, en fait, vous allez vous prendre le mur parce que vous n'allez pas arriver à terminer votre copie, ou alors c'est que peut-être ça traduit aussi un manque de concision
et de structuration. C'est-à-dire qu'il faut bien, je vais y revenir par la suite, mais il faut bien structurer. Et si jamais vous faites plusieurs axes stratégiques, plus que de 3, bah, peut-être qu'en fait, vous avez mal, il vous manque un petit truc. Vous avez une analyse un peu trop micro, alors qu'il faudrait plutôt rehausser le niveau pour avoir une stratégie vraiment macro de la situation, oui. Sur la structuration, enfin l'étude de cas, il faut bien structurer, vraiment, vraiment. Moi, c'était ma matière un peu forte parce que j'étais pas mal pour structurer les idées. Et donc, moi, du moment qu'on m'a dit que je pouvais structurer plus, ben, j'y suis allée, je me suis fait plaisir, je me suis rien interdit. Pour preuve, ben, moi, dans mes études de cas, dans mes développements, je faisais grand 1. A, B, et parfois je faisais 1 à 1, tiré 1 à 2, 1 à 2, 3, enfin, etc., etc. Vraiment, j'allais dans le micro détail, et je pense que ça peut être un avantage parce que quand votre lecteur il va lire, je ne sais pas combien de copies, mais un volume assez conséquent, ben, en fait, il va vraiment, il va avoir l'œil attiré par la structuration et ça va le reposer. Il va dire, OK, elle a compris, elle a bien structuré ses idées, elle a bien structuré sa pensée. Donc, et après, il va pouvoir revenir, ça ne va pas le lasser, quoi. Je structurais à la fois ma feuille, mais aussi mon brouillon. C'est-à-dire que dans mes brouillons, par exemple, si j'avais trois choses qui m'étaient demandées, j'avais une feuille pour chaque partie. Et je notais mon grand 1 avec mon A, les éléments. Et en fait, j'avais trois parties bien distinctes, ce qui me permettait d'avoir une prise de notes plus active dans le dossier, de mettre les éléments au bon endroit dès lors que je les trouvais. Et après, je remettais à plat le tout, mais ça m'aidait énormément d'avoir ces feuilles distinctes par partie. L'objectif, oui, dans le plan détaillé, donc vous avez la situation d'entreprise. Si je reprends sur le volet stratégique, donc plutôt la deuxième partie, l'essentiel, c'est de bien différencier ce qui relève de la stratégie, ce qui relève de l'action. Vous allez avoir une stratégie et l'essentiel, c'est d'expliquer pourquoi, en fait, au regard de la situation, vous allez mettre en œuvre cette stratégie. Et ce scénario-là, c'est expliquer pourquoi. Parce que si vous vous contentez de mettre juste une phrase, en fait, ça va vous faire perdre des points. Donc, il faut expliquer pourquoi, il faut que vous argumentiez pourquoi vous avez choisi ce scénario-là plutôt qu'un autre. Et donc, c'est là aussi où vous allez faire la différence et que vous allez ajouter du contenu intéressant dans votre copie et que vous allez pouvoir enrichir votre copie et faire la différence aussi avec les actions parce qu'on a tendance à faire de la stratégie de suite à coller le plan d'action. Non, il faut expliquer à chaque fois, argumenter pourquoi vous faites ça, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous faites ça. Et ensuite, évidemment, faire un plan d'action avec des actions hyper opérationnelles derrière. N'hésitez pas, moi, j'avais une expérience en organisme, je me suis servi de ce que j'avais pu voir, ce qui avait été mis en place dans mon organisme, mais aussi dans votre organisme. Et ça permettait de mettre une petite touche d'originalité dans la copie, notamment pour tout ce qui est volet RH, adhésion du collectif, parce qu'on finit souvent la copie sur cette partie-là. Sur la méthode de manière générale, moi, ce que j'avais fait, ce qui m'avait aidé, c'est qu'à chaque fois qu'on me rendait des copies, je m'étais fait une fiche de ce qui n'allait pas et des écueils dans lesquels j'étais tombée. J'ai en tête, par exemple, dans une étude de cas, il y avait un point réglementaire qui allait arriver et une réglementation nouvelle qu'il fallait mettre en œuvre. Et en fait, moi, je l'avais traité, mais pas de suite, c'était pas une chose que j'avais traitée de manière immédiate. Ça venait plus tard dans ma copie et on m'a fait la remarque en me disant, bah non, quand il y a un point réglementaire, une réforme à mettre en œuvre, ça, vous le mettez en premier. Et donc, je m'étais fait ce genre de liste-là. Et avant l'épreuve, j'avais relu, les écueils dans lesquels j'étais tombée, ce qu'il fallait faire. Voilà, par exemple, les points réglementaires, les aspects réglementaires, il faut les traiter en premier et on finit en général sur les aspects RH managériaux. Et ce qui est aussi important, c'est la gestion du temps sur l'épreuve parce que 5 heures, c'est long et court à la fois.
notamment quand vous voulez bien faire, enfin voilà, avec toutes les actions. Donc moi, j'avais besoin, je savais que j'avais besoin de 2 heures pour écrire ma copie, grosso modo. Donc j'avais 1 heure de lecture active des documents et ensuite 2 heures sur la réalisation de mon plan détaillé, à peu près. Oui, sachant que c'était un nombre de pages limité, finalement, rédiger cette page en 2 heures, ça serait bien. Ouais, ça laisse du temps parce qu'en fait, vous pouvez expliquer pourquoi, et donc voilà, vous pouvez tout faire un peu le plan détaillé, et puis ça vous laisse du temps pour vous relire parce que à l'instar de la note de synthèse, si vous pouvez enlever des fautes d'orthographe, rajouter un mot que vous avez oublié, bah voilà, vous avez 2 points en plus, quoi, facile. Je ne sais pas si vous voulez me compléter sur l'étude de cas. Non, parfait. Je n'ai pas pris. Tu n'as pas pris. Je n'ai pas pris. Merci beaucoup. Maintenant à Élie pour l'épreuve de comptabilité. Alors, du coup, on termine ce tour d'horizon des épreuves écrites par la meilleure épreuve, finalement, l'épreuve de comptabilité. Et d'ailleurs, si jamais vous accédez à l'école, vous allez pouvoir en pratiquer, dans tous les cas. Alors, l'épreuve de comptabilité, elle est assez atypique, déjà parce que, en fait, ça fait que 2 ans qu'elle existe. Elle est toute nouvelle. Alors moi, je suppose qu'ils l'ont mis surtout parce que il y a certains enjeux par la suite, parce qu'on a des petits déficits de profil technique sur la question, et ça permet d'attirer peut-être des candidats qui ont fait de la comptabilité. Alors, elle est atypique aussi parce que en fait, ça consiste en une série de 8 à 10 exercices, voilà, sur plusieurs blocs qu'on va voir par la suite. Et effectivement, c'est calibré aussi pour 5 heures, c'est une épreuve de spécialité. Alors, l'épreuve de comptabilité, ce qu'il y a de bien, c'est que contrairement aux autres, ou peut-être juste la note de synthèse, mais on attend un résultat. Voilà, il y a une opération à faire, ou par exemple des résultats de projets, des projets à comparer. Voilà, on attend un résultat, donc on sait où on va. C'est pas du subjectif, c'est de l'objectif. Alors, en préambule, toujours, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que l'épreuve de comptabilité, pour réviser, en fait, il va falloir se baser sur d'autres concours, sur d'autres diplômes. Là, on n'a que 2 ans, donc c'est vrai qu'en termes d'annales, c'est assez peu, mais au moins, vous avez dans le recueil des copies, les meilleures copies, des copies moyennes, donc vous pouvez vous baser là-dessus. Après, je vous conseille, si vous avez pris l'épreuve, de vous baser sur des annales de diplôme de comptabilité de gestion, de DCG. Alors, je vous ai listé les différentes unités d'enseignement que vous devez gratter dans ces cas-là. On a la 6 pour la finance, l'UE 9 et 10 pour la comptabilité et l'UE 11 de contrôle de gestion. Parce qu'effectivement, voilà, vous allez avoir ces 4 grands blocs qu'on peut qualifier comme cela. On va avoir en première partie en général les opérations courantes. Ensuite, on va avoir les opérations dites d'inventaire, du contrôle de gestion et enfin de l'analyse financière. Donc on ira un petit peu plus dans le détail par la suite. Vous avez aussi en termes d'annales les annales du concours d'inspecteur des finances publiques qui, à mon sens, se rapproche le plus de l'épreuve. Donc vous pouvez aller gratter là-dedans. Et de toute façon, pour tout ce qui est annales comme celle-ci ou de DCG, vous avez les corrigés en ligne, donc c'est assez intéressant de pouvoir les pratiquer. Voilà, alors, pour aller un petit peu plus loin dans le détail, sur les opérations courantes, on va vous attendre sur plusieurs volets, sur des enregistrements de factures, des enregistrements d'avoirs. Vous allez avoir des enregistrements d'emprunts, par exemple, donc il faut savoir comment on enregistre les différents emprunts. Ensuite, pour tout ce qui est opération dite d'inventaire, on va avoir beaucoup de choses aussi. On va avoir tout ce qui est calcul d'amortissement, que nous sommes d'ailleurs en train de voir en ce moment. Des calculs de dépréciation, on va avoir des calculs de provision, on va avoir tout ce qui est ce qu'on appelle cut-off, donc les charges constatées d'avance, les produits constatés d'avance, etc., etc. Donc voilà, c'est génial, c'est magnifique. Alors, ensuite, sur le troisième bloc, le contrôle de gestion. Alors, le contrôle de gestion, il faut s'arrêter dessus parce qu'en fait, au niveau de l'arrêté de 2019, qui précise les modalités pour chaque épreuve,
elles peuvent être un peu floues à ce niveau-là. En tout cas, en comptabilité, on ne sait pas trop jusqu'où on s'arrête en termes de révision. Donc moi, ce que je vous conseille pour cela, je vais vous donner la référence après dans le chat, c'est en matière de contrôle de gestion, de rester sur des méthodes assez classiques. Donc on a des méthodes de coût complet, de coût variable et calcul de seuil de rentabilité, marge sur coût variable. On va avoir aussi potentiellement de l'élasticité prix, de l'imputation rationnelle des charges fixes. On va avoir une méthode de coût complet également. Et alors ensuite, si jamais vous avez l'occasion de le faire, ça peut être intéressant pour sécuriser l'épreuve, de voir aussi peut-être des méthodes comme les coûts cibles, la méthode ABC, le coût marginal également. Voilà, ça c'est plutôt un prérequis, je pense, le coût marginal. En analyse financière, alors là, on va avoir tout ce qui est établissement de bilan fonctionnel, voilà, à partir d'un bilan patrimonial. On va avoir tout ce qui est notion de fonds de roulement net global, le FRNG, le besoin en fonds de roulement, le PFR. Il va falloir aussi être en capacité de calculer ce qu'on appelle la CAF. Alors, c'est pas la caisse de location familiale pour le coup, c'est la capacité d'autofinancement, ça n'a rien à voir, mais il faut savoir le calculer avec les différentes méthodes. On a aussi les seuls intermédiaires de gestion. Alors à ce sujet, que ce soit l'ANALS il y a 2 ans ou celle de l'année dernière, on n'a pas eu ça qui est tombé, donc ça peut être un point de vigilance. Voilà, il faut le réviser. Et éventuellement, alors ça c'est un point que j'avais noté, de l'analyse de projet. Si vous en avez fait dans vos études, c'est tout ce qui est calcul de valeur actuelle nette, la VAN, la TIR, voilà, la TRI ou taux de rentabilité interne, le TAEG, le taux actualisé, je sais plus quoi. Ouais, bah après, disons que ça reste sur des items qui sont encore un peu flous, mais bon, qui peut le plus, peut le moins, on va dire, et essayer de capitaliser. Je crois que la première annale, il y en avait. Si je dis pas de bêtises, le dernier exercice de la première annale, il y avait justement de l'analyse de projet. Donc, c'est que ça rentre dedans. Il faut pas l'oublier. Alors, il y a certains items aussi qui rentrent dans les révisions, qui ne sont pas encore tombés, qui pourraient l'être. C'est tout ce qui est affectation de résultats. Voilà. Donc, je disais les seuls intermédiaires de gestion. Après, là pour l'instant, j'ai pas d'autres idées en tête, mais bon, si jamais, en tout cas, vous pouvez poser des questions, me demander si pour vous, enfin si pour nous, du coup, certaines choses rentrent dans l'épreuve, je pourrais vous dire si ça rentre dedans ou pas. Par exemple, je pense notamment à tout ce qui est consolidation. Alors la consolidation dans les diplômes comptables, c'est le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion où on fait de la consolidation. Ça, vous le révisez pas. Voilà. Ou si vous voulez le réviser, révisez juste le début de la conso, c'est-à-dire tout ce qui est pourcentage de contrôle et d'intérêt, mais allez pas plus loin. Voilà, il faut quand même se recentrer, parce que ça, c'est une épreuve qui demande une technicité assez importante. Il y a quand même beaucoup de notions à connaître. Il faut d'ailleurs avoir peut-être fait un petit peu de comptabilité avant, quand bien même, et j'ai une personne qui est dans le chat, qui était ma binôme l'année dernière, avait repris un petit peu toute la comptabilité de mémoire. Elle avait fait des études il y a un moment, et puis en fait, de fil en aiguille, elle a quand même eu 12. Donc ça montre quand même que c'est une épreuve où on peut engranger des points. D'ailleurs, c'est pour ça, voilà, en termes d'exercice, on en a 8 à 10, il ne faut pas hésiter à grappiller le plus de points possible là où on peut. Bon, c'est valable pour toutes les autres épreuves au final, mais celle-ci particulièrement, car on a des exercices bien précisés. Et petit tips, ça peut arriver à certains collègues, c'est-à-dire que si jamais vous retrouvez bloqué sur un exercice ou une question, ça peut arriver, ça peut même arriver très tôt dans l'épreuve, à l'exercice 1 ou 2 par exemple, ne vous attardez pas dessus, quoi. Voilà, passez tout de suite à un autre exercice, à une autre question, parce que si vous perdez du temps sur quelque chose qui vous bloque, si vous vous agacez dessus, derrière, ça va être très compliqué de poursuivre, de poursuivre, et de toute façon, vous allez être frustré. Donc, voilà, il faut grappiller le plus de points possible et répondre au plus de choses possibles. Alors, c'est une épreuve qui permet, je pense, quand même de grappiller des points et d'atteindre facilement au moins 10 sur 20. Par contre, à contrario, pour arriver sur des notes beaucoup plus élevées, on va dire à partir de 14-15, ça demande quand même une certaine technicité qu'il faut avoir en tête. Voilà.
ensuite, donc moi, je vous ai préparé quelques livres qui peuvent être intéressants. Alors, il y en a deux. Et je crois qu'Anaïs, pour l'oral de compta, le premier, tu l'as pratiqué. Ouais, le Friedrich. Alors, je vais vous le mettre dans la conversation, comme ça vous allez avoir le lien. Alors, c'est des liens Amazon, hein, j'ai pas d'action chez Amazon, bien sûr, mais c'est pour avoir la référence des bouquins. Voilà. Donc, celui-là, franchement, il est super bien. Parce qu'il est très complet. Il y a aussi de l'analyse financière dedans, parce qu'il parle des seuils intermédiaires de gestion, bilan fonctionnel, etc. Juste ne regardez pas la dernière partie, j'ai mis partie 5 parce que c'est tout ce qui est US GAAP, les normes américaines, donc ça normalement, a priori, vous n'avez pas intérêt à le réviser, encore heureux d'ailleurs. Et ensuite, le deuxième, c'est, alors attendez que je copie-colle, c'est pour tout ce qui est contrôle de gestion. Est-ce que le lien est complet là? Ouais, hop, c'est le carré. Donc le carré comptable, d'ailleurs, je crois que ça fait pour d'autres épreuves aussi, à titre d'information. C'est 100 pages, voilà, c'est tout petit, c'est un petit bouquin, un carré en fait. Et c'est bien parce que, notamment sur les premiers chapitres, il permet vraiment d'avoir les méthodes les plus classiques et celles qui potentiellement vont tomber pour le concours. Voilà, donc c'est 100 pages, ça se fait assez facilement. C'est un peu technique, bien sûr, hein, parce que c'est du contrôle de gestion malgré tout. Mais je pense que c'est un bouquin qui est important, comme le premier. Voilà. Le premier, de mémoire, il doit être à 250 pages, 250, 300 pages à peu près. Le Friedrich, là. Ouais, mais il se fait bien, sinon dans tous Mais les c'est cas. comme un roman. Ouais, voilà. Oui, Donc, oui. mais vraiment, il reprend tout, c'est pas mal. Je regarde si j'ai rien oublié. Donc voilà, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tac, petit conseil, hein, donc ça c'est bloqué. Tac. Alors oui, bien sûr, hein, l'épreuve elle est calibrée pour 5 heures, ce qui pour mon cas s'est avéré vrai, c'est-à-dire que je terminais à 4h50 d'épreuve. Alors pas trop pressé par le temps ou quoi, hein, on va dire de manière plutôt tranquille. Par contre, ça laisse 10 minutes de relecture. C'est pas parce que c'est une épreuve où effectivement on va avoir 80% de chiffres, de calculs, etc., que ça n'exonère pas la relecture, bien au contraire, sachant que en plus, il y a quand même il y a un petit peu d'écrit à faire, quoi. Voilà, donc c'est quand même important. Il faudra pas oublier aussi une chose, c'est que cette épreuve, chacune des deux annales a ses particularités dans le sens où la première, les exercices n'étaient pas indépendants. Chaque exercice faisait référence à l'exercice précédent. Donc c'était pas très confort pour ceux qui l'ont passé cette année-là, très loin de là. La deuxième néanmoins, alors est-ce que cette année ce sera le cas aussi, mais les exercices étaient indépendants, ce qui est quand même un peu plus confortable pour le candidat, parce que par exemple, si l'exercice 2 vous l'avez pas réussi et que le 3 il se réfère à l'exercice précédent, c'est quand même pas top quoi. Pour le moral en plus, c'est pas évident. Alors en matière de révision peut-être aussi, donc j'avais une binôme. Et c'est vrai que ça peut être pas mal dans ce genre d'épreuve de faire les exercices à deux ou peut-être à trois si c'est possible. Parce que comme on attend un résultat, on peut plancher dessus, quoi. Ça, pour la préparation, alors s'il y a des internes qui font la prépa 4.10, pour les devoirs, alors pas sur table, puisqu'on ne peut pas les faire ensemble, mais les devoirs intersession, on appelle ça. Ça peut être pas mal de les faire à plusieurs. Ça permet voilà, d'avoir une sorte de travail collectif, de brainstorming. L'émulation collective. L'émulation collective sur ce genre d'exercice, voilà, ça peut être sympa et puis c'est mieux de pouvoir réviser à plusieurs. Bon, malheureusement, on ne peut pas le faire pour toutes les épreuves. Hein, C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui prend le compteur. oui, je ne l'ai pas précisé, c'est pas une épreuve qui est très choisie. Quand bien même, l'année dernière on était 4, cette année ils sont 8. Donc on a doublé l'effectif. 3 ans, ils sont 30. Ouais. Non, mais par contre, c'est vrai que les 3 concours confondus, il y avait à peu près 10 personnes, je crois, qui ont choisi la compta. Donc c'est vrai que c'est pas beaucoup. précieux conseil.
Mais à mon sens, et puis ça on le verra sur le webinaire au niveau des oraux, mais je pense sincèrement qu'il peut y avoir une carte à jouer Sur les oraux? Ah bah clairement. sur les oraux et puis pour le grand oral par la suite. Mais ça fera l'objet d'un prochain webinaire. Je ne vous spoil pas, voilà, je vous tease la chose, mais ça peut être une épreuve clé. Voilà. Voilà pour ma part. Donc moi, je vais me permettre de finir avant qu'on passe aux questions-réponses. De nombreux conseils vous ont été donnés par mes camarades, des conseils extrêmement pertinents pour la préparation, mais également le jour J. Et je vais me permettre de vous donner, moi, d'autres conseils en plus, d'autres tips, comme dirait Anaïs, un peu plus généraux, qui sont issus donc de mon expérience, mais j'ai pu également sonder toute la promotion pour vous cristalliser ce qui est trouvé le plus important. Donc, un conseil vraiment très bateau, mais très pertinent, c'est qu'il faut bien dormir la veille. Il faut bien dormir la veille et dans l'idéal, même le week-end, parce que les écrits commencent le lundi, samedi, dimanche, reposez-vous. Enfin, vraiment, se tirer une balle dans le pied, d'y aller épuisé, c'est vraiment très, très, très piégeux, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Vraiment, se reposer avant. Et même si vous n'arrivez pas à dormir à cause du stress, ne travaillez pas. Vraiment, prenez un bain, allez vous balader, allez voir des amis, allez au ciné, je ne sais pas, mais ne travaillez pas, même si ça vous démange. Et toujours dans la même veine, donc le jour même, relisez pas vos fiches 1 heure avant. Enfin, ça sert à rien, vous serez bien plus confus qu'autre chose. Je vous le dis par expérience parce que je le fais tout le temps et il faut pas le faire. Vous relisez pas vos fiches, vraiment. Parce que vous serez avec l'information que vous avez lue, vous essaierez de caser au maximum et ça va vous bloquer plus qu'autre chose. Idéalement, si vous pouvez, essayez de faire un repérage des lieux, en particulier du lieu d'examen, du centre d'examen, pour pas vous perdre quand vous arrivez ou pas arriver en retard. Faites attention. Moi, je sais que je ne savais pas exactement où c'était. J'étais à Strasbourg, donc j'y suis allée un peu avant pour voir où c'était. Et puis, en fonction aussi de vos centres d'examen, je ne sais pas si vous partez de chez vous ou d'un hôtel. Donc, ça peut être intéressant de faire le trajet en amont pour s'éviter une charge mentale supplémentaire. Autre conseil un peu bateau, mais très important, et c'est très important à rappeler, imprimez votre convocation, apportez bien votre carte d'identité, vérifiez votre matériel, vos stylos, que vous avez l'habitude de vos stylos. Faire pipi avant. Exactement. La note de santé. C'est blanco. Et Anaïs a raison, faites pipi avant, parce que vraiment les 5 ou 10 minutes, je ne sais pas le temps que ça peut vous prendre. C'est très important parce que c'est ça qui peut vous permettre après de relire, parce qu'on n'a jamais vraiment le temps de se relire, même si c'est important. Ça peut vous prendre les 5 minutes de relecture, ou pire, ça peut être le temps qui vous permet de finir votre copie après, en fait. Donc très important sur ça. Sur le même point, finissez votre copie à tout prix. Même si votre 2B, vous le trouvez bâclé, que vous n'avez pas assez le temps, faites-le. Parce que vaut mieux un 2B mal fait qu'un 2B pas fait. Donc vraiment, finissez à tout prix vos copies. Et après, je vais reprendre sur cette idée les habitudes à prendre de travail pour vous faciliter le jour J. Beaucoup utilisent des post-it, par exemple, pour la note de synthèse. Moi, je ne conseille pas parce qu'en fonction des centres d'examen, on peut vous les prendre. Donc, si vous êtes habitué avec une méthode et qu'on vous le prend le jour J, ça peut un peu vous paniquer. Et donc, vraiment, travailler dans un contexte, enfin, vraiment dans le même contexte que l'examen. Donc, pas de montre connectée, pas de post-it, rien, qui peut vous mettre à mal, en fait, le jour J, potentiellement. La veille de l'examen, un peu avant, évitez de faire trop d'expériences culinaires, je dirais. Parce que vraiment éviter la cuisine fusion, parce qu'on ne sait pas si votre estomac va le supporter. Non, mais vraiment, l'intoxication alimentaire pendant l'épreuve, un peu à éviter. Et si vous êtes comme moi et que vous êtes vraiment très très prévoyant, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais vraiment prévu ce que je mangeais, des choses très légères et safe, parce que avec le stress, votre estomac peut être plus ou moins conciliant. Donc vraiment, j'avais prévu un peu ce que j'allais manger. Et même mieux, c'est qu'au concours blanc, j'avais fait des tests de ce que j'allais manger, ce qui me tenait à l'estomac pour le jour J. N'hésitez pas, n'allez pas aussi loin peut-être. Si vous avez des conseils de cuisine, vous pouvez demander. Voilà. Vraiment. Donc on ne sait jamais. Moi, ça m'avait aidé et ça m'avait sorti un peu de charge mentale. Autre point, faites attention aussi à la manière dont vous vous habillez, soyez confortable. On sait que vous êtes très élégant, mais le costume pour les écrits, ça ne sert pas à grand chose. Vraiment, basket, si vous pouvez, un jean, un truc confortable, parce que vous restez 5 heures. Si vous ne pouvez pas vous lever, faites attention à ça. Regardez bien la météo.
Ça peut paraître très bête, mais moi, j'avais pas bien regardé la météo et du coup, je m'étais pas assez bien habillée et j'ai fini l'épreuve de protection sociale avec 42 fièvres. Donc, faites attention à la météo, prévoyez des options. Donc, je sais pas, prenez un t-shirt et un sweat et vous alternez si vous avez des aléas. Autre point aussi qui est important, essayez de faire un reset après chaque épreuve. Concentrez-vous vraiment sur votre épreuve, que vous ayez une expérience positive ou négative, que vous vous disiez, je sais pas, à la de synthèse, je l'ai vraiment réussi, la proposition de droit public, je l'ai complètement raté. Faites un reset épreuve après épreuve, ne pensez pas à celle d'avant ou à celle d'après, parce que l'a priori soit positif ou négatif, ça peut vous impacter pour plus tard. Donc vraiment essayer de repartir de zéro le plus possible et vraiment de faire table rase du passé pour pas vous mettre des points négatifs, pas vous mettre de bâtons possiblement dans les roues. Voilà, quoi aussi de plus important, soyez confiants, je pense que je finirai sur ça, le mindset, vous allez réussir, vous êtes des guerriers. Moi je sais que le webinaire que j'avais regardé l'année dernière, qui avait été fait par la 64e promotion, une personne avait dit une phrase qui m'avait pas mal marqué. Il avait dit: on n'est pas plus intelligent ni plus bête que vous. Donc, vous pouvez réussir. Gardez à l'esprit que vous pouvez, même si vous pensez que dans votre copie, vous ne savez rien, vous savez, parce que vous avez bossé. Et donc, Alexandrine le disait très justement, votre copie, vous la structurez sur ce que vous savez. Donc voilà. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, il faut être sûr, enfin voilà, il faut se dire que vous allez l'avoir, vous avez un objectif en tête et il ne faut pas douter de vos compétences. Et voilà, vous partez serein avec l'idée que vous allez l'avoir. C'est vraiment un état d'esprit, un autoconditionnement, une autodétermination, je ne sais pas comment dire ça, mais voilà, vous y allez avec la niaque, quoi. Mais c'est surtout que vous êtes là pour ça. Ça fait un an que vous bossez pour ça, vous arrivez, vous êtes là, c'est votre moment. Après, c'est fini. Ouais. Donc, et un an ou plus, ne fait pas, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont peut-être repassé. Donc, évitez de se rajouter une autre année en plus. C'est l'un des seuls concours où il y a la limite encore de 3 passages. Donc, bien faire attention, je veux dire qu'on va l'avoir. C'est une mentalité, manifestation dans l'univers, ce que vous voulez. Ça va bien se passer. Franchement, on vous donne envie avec vos super rangs. Il y a cette dynamique de promotion excellente. J'ai eu une question. Bonjour, est-ce que les blancoliquides sont autorisés? Un peu nul comme question, mais parfois ça l'est. Oui, c'est autorisé, mais moi personnellement, je trouve que c'est pas l'idéal parce que le temps que ça sèche, vous pouvez oublier ce que vous allez écrire dessus. Je trouve que oui, exactement. Je trouve que la souris c'est l'idéal pour tout le monde. Enfin, pour vous. Ouais, après la bonne réponse c'est de faire propre. Oui. La copie elle est propre, puis vous allez refléter finalement que vous êtes bon sur la forme. après, Ouais, c'est la communauté sur la un peu relou, ça. D'ailleurs, ça me fait penser à un petit tips qui relève plus d'une anecdote, mais notamment le premier jour des épreuves, pour les épreuves de spécialité. J'avais eu la bonne idée de prendre c'était un Uber Eats, donc Deliveroo ça marche aussi, le faites pas, hein, parce que j'avais pas les couverts et j'ai mangé avec les doigts. Oui. C'était là aussi? Non, mais je n'étais pas là, mais ce qui me rappelle un conseil que j'ai oublié de vous dire, faites attention à l'encas que vous apportez à l'épreuve, parce que le chocolat qu'ils font et qui tache votre copie, ben, ça rend pas bien, donc vraiment faites attention, soyez léger, et puis de toute façon, vous n'aurez pas trop le temps de manger. Donc, surtout en mode de synthèse. Pas le temps de manger, surtout en mode de C'est bien d'avoir un peu de sucre quand même. Oui. Pour les Buvez trop de l'eau, buvez pas trop, parce que sinon vous devez aller aux toilettes. Ah ouais. Donc, faut vraiment. En plus, on est en juin, donc il fait potentiellement chaud. Moi, j'ai un verre de randonnée Ouais. Red Bull, bar énergisant. Voilà, ça marche bien, ça. Pote, ça marche bien. Donc, la carotte pour la compta. Voilà, évitez de sortir la carotte pour la compta comme ça. C'était horrible. Donc voilà. Après, ça peut être une méthode pour dissuader, pour vraiment dissuader. Vous prenez un truc dégueulasse qui a une grosse odeur pour que tous les autres soient perturbés, que vous mettez tout le monde dans un mauvais moment. Stratégiquement, mais je ne conseille pas. Donc, maintenant, c'est le moment de poser vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Et on rappelle que nos conseils n'engagent que nous et pas l'école. Ah oui. Il n'y a pas de question. Attends, laisse-leur. Je leur mets la pression.
Ça va une minute quand même. Hein. Peut-être aussi sur, je sais pas, peut-être sur les. Il y a eu beaucoup de questions là-dessus, nous, à l'époque, sur les stylos plumes, etc. Et je crois que je dis peut-être oublié de ça, mais à l'époque, moi j'avais fait toute l'année au stylo plume, et je sais plus, quelques 2 semaines avant, ils avaient dit c'est stylo billes, et j'avais dû changer à 20 minutes, ça avait un peu. Je crois que c'est pas mal, c'était faire stylo billes. Nous, on a dit stylo bille noir. Et pas les stylos qui s'effacent, hein, parce qu'en fait, parfois, dans le scan, ça fait passer votre copie. Donc, stylo bille noir, bille qui fait pas d'action non plus. Le Crystal Bic Soft, il glisse bien. Il glisse bien, je l'avais aussi. Et il tient bien sur plusieurs heures pour pas avoir mal aux doigts. Pardon. Alors, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels se concentrer davantage que d'autres, notamment qui sont sanitaires? Ouais. Il faut tout faire. Ouais. Exactement, mais il y a des sujets, je pense, enfin, on fait tout, mais on peut revenir plus précisément sur d'autres sujets en fonction de l'actualité. Mais pas d'impasse, je dirais. Les grands chiffres de financement et tout, c'est quand même la base. Enfin, les grands. Oui, mais ils sont imprévisibles pour les sujets quand même. Pas d'impasse, et après aller vers ce que vous avez là où vous êtes le plus faible, en fait. Parce que la gouvernance, le financement, la santé, tous ces trucs-là, finalement, c'est tellement large que vous allez avoir déjà une bonne base. Et le problème, c'est que si vous tombez sur un sujet un peu plus niche et que ça tombe sur un de vos sujets faibles, voilà, ça va être tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc, au bout d'un moment donné, je crois que cette période de l'année, il vaut mieux se concentrer un peu plus sur les sujets faibles. D'autres questions? D'après vous, quels sont les sujets d'actualité qui peuvent potentiellement tomber, notamment en note de synthèse ou en protection sociale? Merci. Alors, note de synthèse, ça peut être tout n'importe quoi. Hein. Et c'est pas forcément un sujet de sécu, hein, d'ailleurs. Oui. 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 Parce que comme je disais tout à l'heure, il ne faut fait. pas apporter des éléments personnels, il faut vraiment se tenir à ce qu'il y a dans le document, et connaître un sujet de note de synthèse, c'est pas forcément aidant. Et pour la protection sociale, c'est quand même dur d'imaginer le sujet qui pourrait tomber, surtout que les sujets essayent souvent d'être transverses à toutes les branches. Donc, oui, et se positionner, pour nous, c'est un ouais. Après, il y a forcément, en général, il y a quand même un lien avec l'actualité. Donc, bien suivre les CQ hebdo, les choses actuelles. Les rapports qui sortent aussi, les rapports, l'étude annuelle du Conseil d'État, rapport de la Cour des comptes, que de toute façon, vous devez ficher. Mais ouais, pour la protection sociale, je pense que c'est. L'année dernière, le rapport des comptes sur les déficits, il est paru la veille de l'épreuve de protection sociale. Oui. Ouais, mais il y en avait bien d'autres avant. Hein. Ça me fait penser à deux choses. Premièrement, peut-être, je crois que tu en as parlé, les échos pour l'économie, mais ça marche pareil pour la protection sociale. Hein. C'est un super journal pour se tenir au courant de l'actualité récente, etc. Et ça fait aussi protection sociale. Donc, si vous avez l'occasion, au moins en format numérique, de pouvoir le prendre, ça peut être top. Et oui, en protection sociale, cette année, on a eu un sujet qui est quand même très général. Enfin, c'était un sujet, on pouvait partir très ouvert, quoi. Donc, on peut potentiellement s'attendre cette année à avoir un sujet peut-être plus de niche. C'est une possibilité. Ça peut être une possibilité. On ne sait pas. Ouais, c'est vrai que... Bien sûr, l'actualité, c'est sûr que c'est pas bien sûr l'actualité. Faites attention si vous êtes en prépa, si vous tombez sur un sujet le jour J, par exemple, en protection sociale, qui ressemble à ce que vous avez fait, ne calquez pas le plan. Prenez le temps vraiment de réfléchir, parce que si vous calquez votre plan, et ben, vous pouvez passer totalement à côté et faire un hors-sujet. Donc, très important de faire attention et de bien passer le temps sur ça. Et il me semble que ça a aussi été sanctionné. En fait, il y avait quelques années, ils avaient eu en concours blanc le sujet qui est tombé, et en fait toutes les mêmes personnes de la prépa ont ressorti le même plan, et ça a été sanctionné. Donc même si vous avez une correction en tête, essayez de la personnaliser et de pas Et surtout que l'année dernière, nous sur le financement, on est beaucoup en prépa à l'avoir fait. Ça ressemblait beaucoup avec ce qu'on avait déjà fait, souvent le premier sujet de protection sociale qu'on fait au début de l'année. Donc fallait vraiment faire attention à ce petit écueil là. À part Non, c'était pour passer à la prochaine question. Oui, c'est bien de se différencier, d'avoir des petites citations peut-être qui sont de niche, et de les caler dans des sujets plus larges. C'est intéressant aussi pour avoir une copie qui n'est pas comme celle des autres. À partir de quand dans l'année vous conseillez d'arrêter de ficher et de passer aux apprentissages plus intensifs? Moi, je dirais au moins un mois avant le concours, sinon c'est compliqué. Un mois avant le concours, je trouve que c'est un peu court quand même. Oui, mais c'est il faudrait que vous soyez en fin de fichage là, pour pouvoir vous concentrer sur
les méthodes d'élaboration de plans pour que vous puissiez commencer à vous sentir plus libre sur le traitement des sujets, vous approcher un petit peu de tout ça. Donc, idéalement maintenant, après, on fait tous du mieux qu'on peut. Donc, Et aussi en tant qu'externe, parce que souvent on passe plusieurs concours différents et il y a une échelle de priorité en fonction des concours. Donc en fait, c'est en fonction de quand est-ce que vous avez commencé à bien réviser en fait. Que après vous pouvez vous mettre sur un apprentissage plus intensif, mais c'est vraiment très personnalisé. Donc on ne peut pas non plus être très précis sur ça malheureusement. En ressources, n'hésitez pas quand même à les consulter, alors même si ça peut être un peu chronophage ou quoi, mais tout ce qui est recueil des notes, enfin des copies, recueil des meilleures copies, très succinctement, parce que voilà, et les rapports du jury aussi. Très important pour éviter les gros écueils. Ouais. Là, c'est le moment de bien le lire. Il est sorti un petit moment, lire plusieurs et voir ce qui ressort. Là, pour moi, l'essentiel, c'est de vous entraîner à faire des plans en protection fossile. Vous prenez un sujet, vous faites des plans. Et à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est vous garder, ficher le plan détaillé que vous avez fait pour avoir peut-être, nous, c'est ce qu'on avait fait, quelques réflexes sur le financement, que vous avez les grands schémas en tête, grandes problématiques et les perspectives avec des chiffres, des rapports. Nous, c'est ce qu'on avait fait. On avait fait des fiches problématisées pour chaque item sur le système de santé, la retraite, etc. On avait 2-3 rapports pour venir illustrer la thématique, 2-3 chiffres clés, 2-3 auteurs, problématiques, perspectives. Et après, on avait fiché aussi des plans. On avait sujet, on faisait des sujets, on faisait les plans et après chacun le retravaillait derrière de manière individuelle, on travaillait en groupe, mais des plans, là, c'est les plans, la méthode. Et surtout, ne pas dire que vous allez attendre d'apprendre de manière intensive pour faire les plans, parce que c'est important d'apprendre à s'entraîner. C'est un sujet qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne sait pas si le jour J, vous n'allez pas connaître le sujet ou pas, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Donc, tentez les plans, même si vous pensez que vous n'avez pas les connaissances. On s'arrête là? Oui. Pour rappeler, il y a pour les actions de la prépa par ses élèves, le premier concours blanc commence ce vendredi 13 mars. Vous avez jusqu'au 27 mars pour envoyer vos copies. Et petite nouveauté de cette année, il y aura un sujet de compta. Donc n'hésitez pas à envoyer vos copies. Les 8. Les 8. Merci, on vous laisse vous déconnecter. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne révision. Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas.